Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le 1er décembre 2022 et je vais continuer ce petit ouvrage, je suis obligé de le mettre comme ça, de Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral. Voilà. Alors, bon, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez un petit peu comment je pratique. Je découvre en même temps que je lis. Et je commente, ou plus précisément, je fais des digressions. Euh, je, je fais des commentaires en lien avec la théorie que je développe. Donc c'est plus un prétexte à préciser la théorie que j'ai écrite sur le site Mécanique universelle et qui consiste à essayer de prouver, de démontrer que l'humanité a un sens, une destinée, qu'elle évolue progressivement, péniblement, on pourrait dire certains, vers son ultime perfection. Alors je vous renvoie à la lecture pour comprendre pourquoi je dis ultime perfection et qu'est-ce que c'est que cette perfection. La seule chose, c'est que je peux dire c'est une perfection spirituelle et donc ça s'oppose un peu euh, surtout à l'athéisme, surtout un petit peu au nihilisme, on va dire, à, aux philosophies qui prônent euh, l'idée que la vie n'a pas de sens, que l'humanité n'a pas de sens, voilà les philosophies de l'absurde, et un petit peu la philosophie de Nietzsche, dans la mesure où ce que, ce que je vais critiquer sur Nietzsche, c'est qu'il n'a pas pu voir, c'est qu'il n'a pas pris euh, l'optique de pouvoir imaginer que l'humanité avait un sens. Donc que tout ce qui s'y passait était logique. Comme Hegel l'avait fait quelques années avant lui, euh, et il y a quelque chose qu'il contestait chez Hegel, je ne sais pas quel était son ressentiment sur Hegel, mais en tout cas, et sur Hegel et sur le spirituel, parce que les deux traçaient l'idée que, que l'humanité avait un sens, une évolution. Le vivant a évolué vers la montée vers un esprit supérieur pour Hegel. Et donc, dans son opposition à ces deux formes de pensée, euh, il a fallu qu'il aille complètement à l'opposé. Et en fait, à mon sens, ça lui a enlevé un peu de clairvoyance, de pouvoir penser que le monde se déroulait selon une logique, quoi. Et ça aurait enlevé un petit peu d'agressivité qu'il avait contre ce monde et contre la façon dont le monde se déroule. L'esprit critique est nécessaire, mais il faut pas il faut qu'il soit accompagné aussi d'une conscience de la logique des choses. Donc je vais commencer à lire et puis voilà, on verra ce qui se passe. Donc, euh, le grand, tandis que toute métaphore de l'intuition est particulière et n'a pas sa pareille, qu'elle s'est donc toujours échappée à toute classification, le grand édifice des concepts présente la stricte régularité d'un columbarium romain, et de cet édifice émane dans la logique cette rigueur et cette froideur qui sont le propre des mathématiques. Alors voilà, là il s'oppose à la... Il oppose en fait la vision de l'intellect liée au concept et la vision des sens et la vision des choses à travers les sens, à travers
la sensibilité, voilà, l'émotion, donc le corps et l'esprit en somme. Et c'est très très judicieux, c'est très intéressant évidemment. Sauf que l'esprit, il, il, il le combat de façon un peu trop directe, comme si il n'avait pas de sens. Donc il n'arrive pas à resituer l'intellect dans le cheminement de l'humanité. Qu'est-ce qu'il apporte à l'humanité de très important? Voilà. Et selon moi, l'intellect construit donc l'ultime perfection, qui sera une perfection sensuelle, sensitive. Voilà. Donc, je continue. Qui est imprégné de cette froideur aura peine à croire que même le concept dur comme l'os et cubique comme un dé, comme lui interchangeable, finissent par n'être cependant que le résidu d'une métaphore et que l'illusion propre à une transposition esthétique d'une excitation nerveuse en image, si elle n'est pas la mère, soit cependant la grand-mère d'un tel concept. Mais dans ce jeu de dés, des concepts, on appelle vérité, ouvrez les guillemets et fermez-les, le fait d'utiliser chaque dé selon sa désignation, de compter exactement ses points, de former des rubriques correctes et de ne jamais pécher contre l'ordonnance des divisions et contre la série ordonnée des classifications. De même que les Romains et les Étrusques ont divisé le ciel selon des lignes mathématiques strictes et ont assigné cet espace ainsi délimité comme un templium à un dieu, tout peuple possède ainsi un ciel conceptuel semblable et qui le surplombe. L'exigence de la vérité signifie alors pour lui que tout concept, à l'instar d'un dieu, ne soit cherché que dans sa sphère propre. On peut bien sur ce point admirer l'homme pour le puissant génie de l'architecture qu'il est. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc, je l'ai critiqué, mais là, par exemple, il ramène évidemment cette chose-là. Mais bien entendu, il me semble que derrière, il y aura une rectification peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas lu. Donc, on peut bien sur ce point admirer l'homme pour le puissant génie de l'architecture qu'il est. Il réussit à ériger un dôme conceptuel infiniment compliqué sur des fondations mouvantes, en quelque sorte, sur de l'eau courante. Voilà. Et évidemment, tout ce que l'intellect crée, ça n'est que c'est illusoire en réalité. Le fond est ailleurs. On ne construit pas ce monde pour qu'il soit parfait techniquement. C'est pas la perfection technique qui est visée en dernier lieu. En dernier lieu, c'est de pouvoir jouir de, de l'extase, en somme, de la béatitude, du nirvana, de la sagesse, de la paix universelle, du bonheur physiquement, dans un monde qui est entièrement fini, réalisé. À vrai dire, pour trouver un point d'appui sur de telles fondations, il ne peut s'agir que d'une construction semblable aux toiles d'araignée, si fine qu'elle peut suivre le courant du flot qui l'emporte, si résistante qu'elle ne peut être dispersée au gré du vent. En tant que génie de l'architecture, l'homme surpasse de beaucoup l'abeille. Celle-ci construit avec la cire qu'elle récolte dans la nature, l'homme avec la matière bien plus fragile des concepts qu'il est obligé de fabriquer par ses seuls moyens. L'homme est en cela bien digne d'être admiré, mais non pour son instinct de vérité ou la connaissance pure des choses. Voilà, et là, je rectifie donc les 2 ou 3 vidéos que j'ai fait avant et où on n'était pas arrivé à ce passage
Nietzsche. Et évidemment, j'aurais dû me douter que Nietzsche c'est écrit, à mon sens, de façon intuitive, un petit peu comme moi d'ailleurs. Enfin, moi j'écris un peu sans aucune commune mesure évidemment, mais sous cette mécanique, on va dire, mentale. C'est-à-dire, des fois, l'esprit critique prédomine, donc mes propos vont être extrêmement corrosifs, etc. Et puis tout doucement, je comprends les choses, je vois la complexité des choses et ça s'adoucit. Et au final, à la fin, je finis par être tout à fait réconcilié avec les choses. Et là, donc, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il disait au début du concept. Et là, c'est génial, quoi, ce qu'il vient de dire. Mais par contre, mais non pour son instinct de vérité ou la connaissance pure des choses. Parce que là, il n'a pas encore compris que cette connaissance pure des choses, l'instinct de vérité et la connaissance pure des choses existent déjà dans l'humanité, a déjà été pensé par les spiritualités, par les grandes religions, par les grandes philosophies. C'est-à-dire que c'est l'extase, c'est l'idée de l'extase, c'est l'idée du nirvana, c'est l'idée d'atteindre un état qui permet de ressentir ce qu'est la vérité en réalité. La vérité ne se donne clairement, complètement à un homme qu'à travers le corps, qu'à travers les sens, qu'à travers la sensation de l'extase, et uniquement de l'extase, pas du jouir classique. C'est qu'à travers l'extase qu'on peut ressentir réellement la vérité. On peut atteindre la vérité théorique, on pourra sans doute comprendre ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi nous sommes là, qui sommes-nous, où allons-nous et d'où venons-nous. On parviendra à répondre à toutes ces questions. Mais la vérité absolue, elle, ne s'appréhende qu'à travers le corps. Et donc c'est déjà fait, voilà. Mais on peut, quand il dit l'homme est en cela bien digne d'être admiré, mais non pour son instinct de vérité ou la connaissance pure des choses. Il pense que on ne peut pas l'admirer là-dessus, alors que l'homme a déjà compris ça. Simplement, il faudra attendre encore, encore un peu d'évolution pour que l'humanité, de façon pragmatique, aille rechercher ces thèmes qui ont déjà été trouvés par les religions et les mettre au goût du matérialisme, en somme, les voit sous la forme de la logique, les retravaille sous une forme logique. C'est un petit peu le sens de la mécanique universelle, hein, du travail que j'ai développé là-dessus. Si quelqu'un dissimule quelque chose derrière un buisson, puis le cherche à cet endroit précis et finit par le trouver, il n'y a pas grand lieu de se glorifier de cette recherche et de cette découverte. Mais c'est pourtant ce qui se passe lors de la recherche et de la découverte de la vérité dans le domaine que délimite la raison. Lorsque je donne la définition du mammifère et qu'après avoir examiné un chameau, je déclare « Voici un mammifère, une vérité a certes bien été mise à jour. » Mais sa valeur est limitée. Je veux dire par là qu'elle est anthropomorphique de part en part et qu'elle ne contient aucun point qui fût vrai en soi, évidemment. Vrai en soi, réel et universel, indépendamment de l'homme. Évidemment, parce que nous avons construit l'idée qu'il s'agit d'un chameau. On verbalise, on verbalise ce terme. Donc pour nous, c'est devenu un chameau. On va le décrire comme ça, on va expliquer comment il est conçu, etc. Comment il est, sa forme physique, ses spécificités. Mais évidemment, c'est nous qui avons construit cette chose-là. Mais si on la ferme, en gros, si on se tait, et qu'on reste au niveau de l'époché euh, dont parlent les phénoménologues, dont parle
Husserl, par exemple. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut arriver à la réduction totale de la réflexion de la verbalisation. Quand on verbalise, on est dans l'illusion, dans une création. Et Nietzsche l'a tout à fait compris, cette chose-là. Mais si on se tait et qu'on est dans un état de contemplation et que dans son esprit, on ne se forme pas l'idée, tiens, voilà un chameau, euh, eh bien, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire à ne plus avoir de mouvement mental, l'esprit est au repos, à ce moment-là, on est au contact de la réalité de ce qu'est ce chameau. On n'a plus besoin de le verbaliser, on le voit, et ce qui se passe dans notre émotion, dans notre corps, dans notre sensation de voir cet animal, que voilà, et encore, chaque fois qu'on le verbalise, on en fait quelque chose. Donc il ne faut même pas que ça soit verbalisé au niveau mental insonore je veux dire, même pas que, à l'intérieur de nous-mêmes. Et cet état dépoché, où il y a plus de, où le cerveau ne dit plus, tiens, voilà, en traversant, ah bah tiens, une rue, voilà, une voiture grise, un truc, et ce cheminement mental qu'on fait en permanence, il ne s'arrête qu'à travers l'extase, qu'à travers la béatitude, voilà l'état euh, l'état d'éveil, l'état de samadhi, voilà. C'est cet état-là que recherchent les expérimentateurs de l'extase, les sages, les moines bouddhistes, les moines zen, etc. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent cet état où le cerveau va arrêter sa course de réflexion. Et là, on voit les choses dans leur pure vérité, à ce moment-là. Et il se passe quelque chose physique à l'intérieur de soi. La joie, en fait, c'est tout. Et donc, je vous renvoie à la vidéo précédente, aux vidéos précédentes pour savoir ce qui est vraiment ressenti. Donc, alors après, lorsque je donne, voilà, qu'après avoir, je déclare voici un mammifère, une vérité asserte, dadadam, etc. Celui qui est à la recherche de telle vérité ne cherche au fond que la métamorphose du monde dans l'homme. Il lutte pour parvenir à une compréhension du monde en tant que chose humaine et conquiert, dans le meilleur des cas, le sentiment d'une assimilation. Semblable à l'astrologue aux yeux de qui les étoiles sont au service des hommes et en rapport avec leur bonheur ou leur malheur, un tel chercheur considère le monde entier comme lié aux hommes, comme l'écho toujours déformé d'une voix originelle, celle de l'homme, et comme la copie multipliée et diversifiée d'une image originelle, celle de l'homme. C'est vraiment on a vraiment affaire à un génie, Nietzsche, dans sa façon de comprendre. On sent la solitude de l'homme, parce qu'il faut vraiment être dans la solitude pour aller réfléchir de façon à aller couper les cheveux en quatre. C'est un peu le principe, hein, voilà, aller vraiment se triturer l'esprit pour comprendre les choses dans leur fondement, quoi. C'est pourquoi on ne peut pas être, à mon sens, on ne peut pas vraiment philosopher à ce niveau-là, au sens universel du terme. Donc, se poser les grandes questions, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, mais les trois ensemble. Parce que, évidemment, Freud s'est demandé qui sommes-nous, d'où venons-nous, la philosophie qui s'occupe de notre histoire s'en occupe, etc. Et où allons-nous, c'est la téléologie. Mais l'ensemble, c'est il faut de la solitude, quoi. Je pense, on ne peut pas être dans une philosophie de combat, par exemple. On peut pas s'intéresser à cette finalité comme ça si on est dans l'agitation de la vie, si on est dans un système qui, voilà, dans cette agitation. Euh,
Mais bon, voilà. Et je pense que la solitude de Nietzsche lui a permis d'atteindre ce degré, cette intensité de compréhension. Malheureusement, et je suis triste qu'il ait... Parce que s'il avait eu la clé, ça aurait été Eureka en somme. S'il avait vu que l'humanité avait un sens, une orientation, une destinée, ça aurait été beaucoup plus simple dans son esprit et beaucoup plus paisible. Donc, ce qui n'empêche pas les angoisses, les soucis, voilà, il y a toujours une part d'inconnu qui fait que on n'est pas devant des certitudes, on est devant des convictions, et ça n'a rien à voir. La certitude, ça rassure totalement, mais l'agnosticisme, en somme, euh, inhérent toute à cette création, euh, nous empêche d'être dans un équilibre parfait, une sensation de plénitude et de confiance et de sécurité mentale. Et voilà. Mais en tout cas, ça rassure quand même pas mal. Euh, un tel chercheur, donc, hum, sa méthode consiste en ceci, prendre l'homme comme mesure de toute chose. Mais ainsi, il part de l'erreur qui consiste à croire que les choses lui seraient données immédiatement, en tant que pur objet. Il oublie donc que les métaphores originelles de l'intuition sont des métaphores et les prend pour les choses mêmes. C'est seulement l'oubli de ce monde primitif des métaphores, c'est seulement le durcissement et la sclérose d'un flot d'images qui surgissent à l'origine comme un torrent bouillonnant de la capacité originelle de l'imagination humaine, c'est seulement la croyance invincible que ce soleil, cette fenêtre, cette table sont des vérités en soi. Bref, c'est seulement le fait que l'homme oublie qu'il est un sujet, et certes un sujet agissant en créateur et en artiste, qui lui permet de vivre en bénéficiant de quelque paix, de quelque sécurité et de quelque logique. Oui, c'est tellement bien vu. S'il pouvait un instant franchir ne serait-ce que les murs de cette croyance qui l'emprisonne, c'en serait aussitôt fait de sa conscience de soi. Il lui en coûte déjà assez de reconnaître à quel point l'insecte ou l'oiseau perçoivent un monde tout autre que celui de l'homme. Ah, déjà il le savait, ça, c'est formidable. Alors où est-ce qu'on en était là? De s'avouer que la question du savoir à laquelle des deux perceptions est la plus juste, alors c'est perçoivent un monde tout autre que celui de l'homme, et de s'avouer que la question du savoir, laquelle des deux perceptions est la plus juste, est tout à fait absurde, puisque y répondre nécessiterait d'abord qu'on les mesurât selon le critère de la perception juste, c'est-à-dire selon un critère dont on ne dispose pas. Il n'y a que quand on a fait l'expérience de l'extase qu'on sait qu'on dispose de, de, cette, de ce baromètre, en somme. Bon, bref. Euh, mais il me semble avant tout que la perception juste, ce qui signifierait l'expression adéquate d'un objet dans le sujet, est une absurdité pleine de contradictions, car entre deux sphères absolument distinctes comme le sujet et l'objet, il n'y a aucun lien de cause de causalité, aucune exactitude, aucune expression possible, mais tout au plus un rapport esthétique, c'est-à-dire à mon sens une transposition approximative, une traduction balbutiante dans une langue tout à fait étrangère. Qu'est-ce qu'il écrit bien? Et alors, voilà la prose, les proses longues, il, aurait, il maîtrisait véritablement bien tout, parce que ces aphorismes, c'est assez court, assez concis, c'est un peu différent. Mais là, il y a une évolution de, il y a un travail qui est splendide, quoi, à vrai dire.
Euh, mais cela nécessite en tout cas une sphère intermédiaire et une force auxiliaire où la création et la découverte puissent s'opérer librement. Le mot phénomène, alors le phénomène est un concept issu de la philosophie grecque, phénoménon, pure apparence subjective pour les sophistes et les sceptiques. Le phénomène est pour Platon un indice ou reflet dans le monde sensible, d'une essence dans le monde intelligible. Pour Kant, le phénomène est l'objet en tant qu'il nous apparaît, se distinguant de lui-même en tant qu'objet en soi. Nietzsche, critiquant à la fois Platon et Kant, préférera le terme d'apparence. C'est là où peut-être il y a un souci. Bref. Le mot phénomène recèle bien des séductions. C'est pourquoi j'évite de l'employer le plus possible, car il n'est pas vrai que l'essence des choses se manifeste dans le monde empirique. Un peintre qui serait manchot et voudrait exprimer par le chant le tableau qu'il projette de peindre en dira toujours bien plus en passant d'une sphère à l'autre que n'en révèle le monde empirique sur l'essence des choses. Et même la relation entre une excitation nerveuse et l'image produite n'est en soi rien de nécessaire, mais si précisément cette même image est reproduite des millions de fois, et si de nombreuses générations d'hommes se la lèguent, enfin surtout si elle apparaît à l'ensemble de l'humanité chaque fois à la même occasion, elle finit par acquérir pour l'homme la même signification que si elle était l'unique image nécessaire, et que si cette relation entre l'excitation nerveuse d'origine et l'image produite était une relation stricte de causalité. De même, un rêve éternellement recommencé serait éprouvé et jugé absolument comme une réalité. Mais le durcissement et la sclérose d'une métaphore ne donnent absolument aucune garantie quant à la nécessité et à la légitimation exclusive de cette métaphore. Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. Voilà. Alors évidemment, quoi qu'il arrive, on peut pas, on peut toujours contester même le fait que la réalité de l'extase n'est pas, ne peut pas combler toute, ne peut pas complètement rassurer, on ne peut pas être sûr que c'est la pure vérité qu'on atteint quand on expérimente l'extase. Mais je pense on pourra arriver à le démontrer. Parce qu'en définitive, jusqu'à présent, on n'a pas... Admettons que ce monde est tel qu'il se présente à nous, qu'on reste sur le principe du phénomène, du monde matérialiste. Il est là, il se présente comme ça. Donc, tel qu'il se présente, il n'y a pas d'autre forme de vie, il n'y a pas d'autre forme d'intelligence, on ne les voit pas, on ne le sait pas. Pour l'instant, on est obligé de penser que la conscience, l'extrême conscience, le concept, l'intellect, la capacité d'accumuler des connaissances, de penser, la capacité de monter l'amour à son terme absolu comme l'homme parvient à le faire, tout ça, c'est une distinction de l'homme. L'homme se retrouve porteur de cette qualité. Et en fait, c'est lui la mesure qu'on a, si on fait une réduction totale un petit peu comme Descartes, eh ben, on, on en arrive à la même chose. Qu'on réduise, qu'on réduise tout au je pense donc je suis, ce que je pense, en fait, je peux comprendre que il y a évidemment je pense donc je suis, mais il y a je ressens donc je suis. Et c'est peut-être même je ressens, même si on réduit encore plus la pensée, on l'arrête comme le préconisait Husserl à travers les pochés. Et je pense que c'est l'idéal, la réduction phénoménale, c'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus ce que
euh, l'agitation de notre cerveau, au lieu de dire, voilà, ce tableau, c'est euh, le décrire, quoi. On arrête déjà d'en parler. On voit plus que euh, on- on- dans le silence, l'esprit va continuer à dire, ah ben oui, tiens, là je suis en train de me dire, mais bon, je me souviens où j'ai acheté ce petit bout de tableau, c'est une peinture éthiopienne, c'est, voilà, je peux voir les choses. Et si j'arrive à amener mon esprit au niveau de l'extatique, au niveau du vide total, hein, c'est-à-dire euh, pour en avoir fait l'expérience, je sais ce qui se passe à ce niveau-là. Si je pouvais là dans l'instant, eh bien, je serais au contact de ce que je vois et j'émanerais que de l'amour. Ça serait de l'amour. Je me poserai pas là, je chercherai pas à lire ce qu'il y a en haut, je chercherai pas à détecter des choses, à analyser ce tableau, à dire tiens, c'est un, un paysan qui amène ses bœufs, qui, 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 qui ensemence la terre, voilà, etc., qui laboure. Je ne me poserai pas la question, j'aurai une vision sentimentale des choses, une vision euh, euh, charnelle. Alors, Michel Henry dit incarné, voilà, l'incarnation, une vision incarnée. Et l'extase, c'est la vision incarnée, et c'est là, à ce moment-là, qu'on est au contact réel de quelque chose. Voilà. Et donc l'art, évidemment, et là on se rapproche de ce que préconisait, et c'était pas pour rien, c'est là où on voit que c'est un génie, l'art qui était préconisé par Nietzsche, de devenir un artiste, c'était de se rapprocher de cette extase en fait. Et donc il avait compris, je pense, qu'on allait vers cette voie, que c'était la voie à proposer. Voilà, devenir, que l'humanité devienne des artistes, des, cette foule sentimentale pleine d'idéal et qu'on devienne euh, des créatifs pleins d'amour. Et on arrivera à ça. L'humanité est destinée à aller vers cette direction. Voilà pour cette soirée et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à, à mettre des commentaires et, euh, et à vous abonner. Voilà, tout ça fait que la visibilité de la vidéo progresse. Si vous le jugez nécessaire et si vous le jugez intéressant, faites-le. Je vous engage à le faire. Merci, à bientôt.